Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kana. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, nous sommes à Fungurume, à 200 km de la ville de Lubumbashi. Et bien donc là, nous sommes dans la résidence du chef coutumier Mpala. C'est l'un des chefs coutumiers, on dit de lui instruit. Et avec lui, on va discuter sur des questions du Katanga, le développement du Katanga, la spiritualité du Katanga, les habitudes du Katanga, mais surtout le développement aussi. Alors donc on est avec Homo Fortus qui m'accompagne, comme tous les jours. Nous allons aller le rencontrer, il est déjà placé. Là, on va parler avec lui, avec tous les symboles du pouvoir. Vous avez une chaise remplie de symboles, 2 lions qui nous regardent. 2 autres lions qui se rencontrent, et puis 4 symboles d'hommes qui soutiennent le siège sur lequel il est lui-même assis, tenant une canne représentative, mais surtout une canne qui a à son sommet, il y a une sorte de lion toujours. Alors pourquoi les lions, pourquoi pas les léopards, alors que notre totem c'est les léopards? Ce sont des questions comme ça qu'on va devoir lui poser. Nous sommes dans sa résidence, alors c'est le chef coutumier Mpala. Suivez-moi mesdames et messieurs. Alors, nous avançons. Mes respects, chef. Est-ce qu'on peut vous serrer la main ou on s'assoit directement, on discute? Je veux vous asseoir, on discute. Comment allez-vous? Non, je vais bien. Alors, on dit de vous que vous représentez la royauté ici, le chef coutumier. Est-ce qu'on peut déjà dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente un chef coutumier? Bon, le chef coutumier représente l'originalité, représente les valeurs historiques. Le chef coutumier représente les terres. Le chef coutumier représente nos respects. Les chefs coutumiers représentent nos us et coutumes. Bref, le chef coutumier représente beaucoup de choses. Alors, à l'époque, on croyait que le chef coutumier rimait avec l'illettrisme, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas lettré, il n'est pas allé à l'école, c'est quelqu'un qui est resté conservateur de nos cultures. Mais à vous entendre parler, vous parlez très bien français, est-ce que ce n'est pas une sorte d'acculturation? Non, c'est pas vrai. Il y a des chefs coutumiers, bon, à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas étudié. Il y avait quelques personnes qui étaient parties en Europe et puis après on a commencé à installer les écoles. C'est un problème d'absence d'école. Mais nous avons beaucoup de chefs coutumiers qui ont étudié. D'ailleurs c'est mieux, c'est pour qu'on arrive à communiquer. À l'époque on avait des problèmes, on ne savait pas communiquer parce que les chefs coutumiers n'avaient pas étudié. Ce n'est pas l'acculturation. Nos chefs coutumiers, ce sont eux qui connaissaient plus que tout le monde dans les villages. Ils avaient toutes les informations parce qu'on les enseignait. Hein? On les enseignait à la manière ancestrale. Vous voyez, ils avaient des conseillers, ils avaient beaucoup de gens qui leur apprenaient tout. Les stratégies de combat, comment on fait de l'autre côté, comment il faut faire ici, les stratégies agricoles. En fait, c'était des rois. Ils étaient comme des présidents. Il fallait avoir une connaissance acquise pour passer chef. Oui, mais après, quand vous avez la connaissance, vous devenez un petit blanc, vous parlez comme un Français, comme un Anglais, vous vous habillez comme eux, vous avez leurs lunettes, vous roulez en voiture. Je me pose la question, pourquoi vous n'utilisez pas nos chevaux, par exemple, des buffles, ou alors, je sais pas moi, à pied, tout ça. Pourquoi vous n'utilisez pas nos instruments ancestraux et vous utilisez la modernité? J'aime bien votre question. Bon, les lunettes, je les ai parce que j'ai un problème des yeux.
C'est pour soigner mes Et la yeux. médecine Mais traditionnelle n'a pas aidé. non, on ne dit pas que la médecine traditionnelle n'a pas aidé. La médecine traditionnelle peut aider, mais on choisit ce qui est mieux. Vous voyez, que ce soit les Blancs, que ce soit nous. Nous sommes en train de nous adapter pour que nous puissions vivre. D'accord. Voilà. Les Blancs, il y a beaucoup de méthodes qui sont copiées chez nous, tout comme nous aussi nous copions chez eux. On a abandonné nos méthodes traditionnelles d'aller à pied, on utilise des véhicules. On a constaté que le véhicule est meilleur. C'est-à-dire, tant que nous vivons, nous cherchons ce qui est meilleur et nous évoluons. Vous ne créez pas ce qui est meilleur chez vous. Nous créons. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Ne pensez pas que nous sommes les bras croisés. Nous créons, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que nous avons eu un temps très évolué où nous avons été dominés par le blanc. Et le blanc nous a mis en retard et il a commencé à nous présenter ses opportunités. Mais quand il est arrivé, il ne nous a pas trouvé même réduit, non. Nous on faisait déjà le cuivre, on avait la houe, on avait les lances. On connaissait la technologie du fer. Dans ma maison ici, et si madame était là, j'allais vous montrer. Il y a un fer qui symbolise le pouvoir. Ce fer-là, c'est depuis l'ancêtre le plus ancien. Ça a été monté ici. Et c'est avec ça qu'on utilisait pour chasser, pour faire les chasses. Et on avait que l'unique truc qui appartient au chef. Et qui appartenait au chef, on tuait les éléphants avec les fers. Donc nous connaissions déjà la technologie du fer. Mais nous avons été mis en retard parce que la colonie européenne, la colonie des Blancs, était liée, était aussi politisée. Vous voyez, il fallait minimiser l'homme noir, il fallait les mettre en retard, il fallait les réduire. Avec l'aide de l'homme noir aussi. Oh, oui, moi, bien sûr, tout ce qui se passe. Quand on parle de la politique, c'est-à-dire... Il y a aussi la trahison et toutes ces histoires-là, beaucoup de trucs qui entrent. Vous n'utilisez pas le cheval, par exemple. C'était un bon moyen de communication. Vous allez me dire que le cheval, c'était pour les Blancs. Parce que les Blancs aussi, ils utilisaient le cheval. Oui. Et au moins, ils ont évolué. Ils ont quitté l'époque de cheval, directement l'époque de voiture, que nous n'arrivons pas. Bon, attendez, vous verrez avec le temps, si Dieu nous donnera la chance d'être là. Moi, j'ai toujours dit que les Blancs là que vous voyez, il va finir par revenir ici, même s'il évolue comment. Parce que si tunasema kwetu naweza kusema Swahili kidogo kama mwisho ya mbio ni kusimama. Mzungu atasimama siku moja. Ça ce n'est que mon opinion. Mais Shimama, il a mamie yenu, il prend vos richesses, il est déjà ici chez vous, il vous colonise. Justement, il y a quelque chose qu'il a ignoré. Il ne met pas au monde les enfants, non, mais au monde beaucoup d'enfants. Quand ils vont vieillir, cette population va vieillir, on va les remplacer là-bas et ici. Alors, donc, c'est peut-être des souhaits. Ça, c'est mon point de vue. Votre point de vue. Ça, Avancer. Alors, chef, on vous appelle chef Mpala. Oui. Est-ce que c'est votre nom ou il y a un autre attribut de nom que vous avez? Le nom complet, c'est lequel? Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Pascal Musenge Kayabwe. Pascal en plus. Pascal Musenge Kayabwe, oui. Et le nom, en tant que chef coutumier, c'est Mwami Mpala Musenge. Non. Mwami Mpala Swanangene Mabalanji. Je préfère celui-là, Pascal. Pascal, c'est quand même un nom des chrétiens. Vous ne l'êtes pas. Moi, je suis chrétien. Oh, mais c'est pas possible. Chef coutumier, vous êtes chrétien. Oui. Mais, alors, on sait que nos terres, vous les avez vendues aux chrétiens. Non, ça n'a rien à voir avec la vente des terres. La chrétienté, c'est une croyance. Mais ça n'a rien à voir. Quand vous croyez à quelque chose dont vous avez vendu les terres, non? Nos terres restent, nos valeurs restent. Nos terres restent. Pourquoi croyez-vous à un autre Dieu que le nôtre, celui de nos ancêtres, par exemple? Les dieux de nos ancêtres, vous les connaissez? Je crois qu'il y a une force surnaturelle qui régissait le Congo, l'Afrique. Non, c'est les mêmes. C'est celui qui a créé les ciels et la terre. Oui. Et quand nous faisons des évocations, nous appelons les Chaka Pangala, Wapangile Ngulu, Nentanda, tout ça. Nous avons beaucoup de... Il a beaucoup de noms. Et ces noms-là représentent ces dieux-là que nous connaissons aujourd'hui. Ils restent les mêmes. Celui qui agissait à l'époque même. Il a un fils qui s'appelle Jésus.
Oui. Et vous Moi, voyez je crois aussi- que j'ai concilié. Comment s'appelle Jésus chez vous dans votre langue? Yesu. Yesu. C'est comme Et ça vous que nous croyez en l'appelons. ça? Oui, moi je crois en ça. Ok. Et j'ai beaucoup de considérations pour ça. Et j'ai fait beaucoup de vérifications. Je crois que Jésus existe. Moi, il est le Dieu lui-même. Il était venu pour... Bon, vous ne voyez pas la force avec laquelle l'évangile est en train de tourner dans le monde. Cette force, c'est une force surnaturelle venant sûrement de Dieu. Et bon, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise encore. On va rentrer dans notre sujet pour lequel on est arrivé. On est là. Oui. Mais il fallait d'abord terminer quelques petits éléments. Oui. Par exemple, votre siège, je vois qu'il y a... Deux lions, et puis, ouais, disons des lions, ils sont mâles, et puis vous avez deux hommes qui soutiennent le siège, et juste sur votre dos, il y a deux lions qui se rencontrent, ils s'affrontent. Est-ce que ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la domination? Parce que déjà, les lions n'est pas l'animal le plus rapide, c'est pas non plus le plus bon chasseur, mais c'est plutôt le symbole de la royauté. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Vous avez une autre définition particulière? Les lions que nous portons, c'est pour... en fait, tout ce que nous avons ici, ce sont des pièces d'identité. C'est comme ça que nous les appelons communément. Et les lions symbolisent les pouvoirs. Les pouvoirs, parce que même quand vous allez à la forêt, vous verrez que les lions, c'est vraiment le roi de la forêt. On a appris ça même à l'école. Non, bon, il y a deux contes, le léopard chef de la forêt, et il y a aussi les lions, le roi de la forêt. Nous avons appris ces textes. En fait, le lion, de lui-même, il a un pouvoir naturel que Dieu lui a donné qui symbolise le pouvoir. Sa peau là, tout ce qu'il a, Dieu lui a donné ça pour symboliser le pouvoir. C'est pourquoi nous, quand on tue le lion, on les piétine. On les piétine, c'est comme si on neutralise les pouvoirs que lui avait. Et la population ici, c'est pour dire que les rois sans population, le roi n'a pas de valeur. Okay. Donc le roi, il est roi seulement qu'avec la population. Parce qu'il est porté par la population. Il est porté par la population. Et sa valeur, c'est la valeur de la population qui fait qu'on parle d'un roi. C'est comme ça que vous avez la femme, vous avez l'homme. Et le roi est au-dessus, c'est-à-dire le roi, c'est lui qui dirige les autres. Mais il y a des serpents en bas. Qu'est-ce qu'il fait les serpents? Les serpents, ça symbolise la protection du pouvoir, la protection de la communauté. En fait, les serpents, on voit là la ruse, la souplesse, l'intelligence là-dedans. La prudence. La prudence. Par rapport à sa prudence. Oui. Justement, c'est pour cela que nous avons toujours représenté les serpents. Alors, nous allons rentrer dans le sujet. C'est une question qui va paraître grande, vaste, bizarre, mais la question est simple. Pourquoi les Katanga ne se développent pas? Bon, c'est une question qui entre un peu dans les politiques. Hein. Je pense que je vais essayer un peu d'aborder. Ça, ce n'est que mon point de vue qui m'engage moi-même, peut-être qui ne reflète pas la réalité. Mais bon, isoler les Katanga à lui-même serait une aberration par rapport au pays lui-même. Parce que parler du développement, il faut parler du développement intégral. Bon, on essaie de particulariser les Katanga parce que c'est là que vient le cuivre et le cobalt qui constituent même le noyau de notre économie du Congo. Même du monde. Même du monde, on peut dire, pour le moment, parce que le cobalt est exagérément... Moi, je crois qu'il a diminué un peu, mais il est en train d'acquérir une importance capitale dans le monde. Je pense que ça s'explique par la manière dont on a géré ces pays, la manière dont on gère même maintenant ces pays que moi je n'apprécie pas tellement. Parce que quand vous sortez les minéraux à un endroit donné, vous êtes censé d'abord développer cet endroit-là en priorité.
Et puis maintenant, vous développez les autres endroits en second degré. Bon, bien sûr, les endroits où sortent le cuivre et le cobalt sont quand même développés quand vous comparez par rapport à l'ensemble du pays. Mais ce développement-là ne suit pas la production. Ce développement-là devrait être à la hauteur de la production que nous faisons ici au Katanga. Bon, moi j'ai toujours condamné lorsque je pense actuellement les choses ont changé parce que la rétrocession s'est faite à la source et que nous espérons qu'avec les nouveaux dirigeants que nous avons, nous allons avoir un essor de développement d'une manière comme un boom. Bon, là, ce sont dans les projections. Oui, dans les projections, mais dans l'ancien temps, l'argent était amené à Kinshasa et la gestion n'était pas bonne parce que j'ai constaté qu'ici au Congo, nous avons un problème. Nous avons un capitalisme à outrance. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Quand vous mettez un Congolais dans une maison de l'État, il n'arrange pas, il ne peint pas la maison, il ne coupe pas les efforbes, il laisse la parcelle très sale. Mais aussitôt que vous avez établi un document que la parcelle lui a été vendue, à un prix dérisoire pour les récompenser par rapport à ce qu'il a. Il a servi les pays pendant des années. La maison devient privée. Les mêmes jours, on coupe les efforts, on met la clôture, on construit une clôture, on met une bonne barrière, on arrange la maison, on arrange tout. Parce qu'on commence à considérer que c'est ma maison. Donc on ne peut pas arranger quelque chose qui appartient au public, on arrange quelque chose qui appartient au privé. Mais en Lingala, on dit déjà l'illégalité, c'est gâté. C'est ça le problème, justement c'est ça le problème. Et donc quelqu'un peut être au bureau, il peut faire prendre la chaise du bureau, l'amener à la maison. Mais il ne peut pas prendre la chaise de la maison pour l'amener au bureau, parce que c'est lui qui s'assoit sur cette chaise. Donc quand il s'assoit sur cette chaise, il considère comme s'il est chez autrui. Donc même l'argent de l'État est considéré comme quelque chose qu'il faut piller, qu'il faut délapider. Et c'est comme ça que nous avons un problème, les pays est par terre. Quand l'argent de production de la Gécamine et autres arrive à Kinshasa, donc on appelle ce qu'on appelle, il y a la mafia. On ne dit pas que c'est la mafia, on dit que ce sont des affaires. Donc quand on détourne l'argent de l'État, on dit on a fait des affaires, on a eu de l'argent, on va acheter des maisons même en dehors du pays, au lieu même d'acheter ici. C'est ça qui est vraiment à la base du sous-développement du Katanga que vous voyez. Donc, il n'est pas isolé comme vous l'avez dit. Et ce n'est pas isolé, c'est tous les pays, tous les pays, mais j'ai dit que bon, je voulais aborder les sujets où les producteurs devraient être développés d'abord avec un pourcentage donné pour parler des autres. Mais revenons poser la question justement du Katanga. Revenons un peu. Vous êtes intronisé chef depuis combien de temps? Moi j'ai déjà 10 ans. 10 ans. Donc vous êtes témoin de la régression, si vous voulez, de l'enclavement de la province du Katanga. Quand on arrive à l'aéroport du Katanga, on voit un semblant de développement. Et quand on roule au centre-ville, on voit encore un autre semblant de développement. Mais au fur et à mesure, nous quittons la ville, au fur et à mesure, nous sommes dans une sorte de Moyen-Âge, de l'Antiquité, jusqu'à des endroits inacceptables. On ne croirait pas qu'on est à Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie cette disparité, mais surtout cette juxtaposition de l'opulence et la pauvreté extrême? Bon, je voudrais d'abord vous reposer aussi une question. L'opulence, vous voulez parler de qui ou de quoi? Qui est dans l'opulence? Ceux qui vivent en ville sont les plus opulents parce qu'ils ont l'électricité sans problème, ils ont de l'eau, ils circulent dans les routes asphaltées. Mais une fois que vous quittez, vous vous rendez compte qu'il y a une population démunie, désœuvrée, qui manque même à manger. J'ai vu des images des enfants dans la poubelle qui ne sont pas de fous mais qui vont ramasser des choses dans la poubelle. Alors je me pose la question, dans quelle société nous vivons? Bon, en fait, si nous voulons parler de la situation générale du pays, même quand vous voyez qu'il y a des routes asphaltées, mais il y a encore des problèmes dans notre pays.
des problèmes de développement. Nous avons des problèmes très sérieux parce que même l'électricité dont vous parlez, l'eau là vous parlez, même les gens qui sont en ville n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des sérieux problèmes. Je crois qu'avec nos nouveaux dirigeants, c'est ce que je voulais dire, nous espérons quelque chose de mieux. Mais en réalité, tous les Congos, l'intérieur comme l'extérieur, nous avons des problèmes très sérieux. Mais nous avons aussi des gens qui vivent dans l'opulence. Nous avons une grande... il y a l'écart entre les gens opulents, les gens qui ont des moyens et les gens qui souffrent est trop élevé. C'est ça qui fait que nous avons des problèmes un peu partout. Il faut arriver à réduire cet écart. Comme vous, on accepte d'abord par réduire votre train de vie. Parce que vous êtes le chef, mais vous vivez mieux que tout le monde, mieux que vos sujets. Ben vous avez la modernité ici, vous avez Canal+, vous avez une voiture, alors que dans votre population, regardez l'environnement dans lequel vous vivez. Bon, écoutez, moi je suis un ingénieur. J'ai travaillé longtemps dans l'entreprise TFM. J'ai été longtemps un agent de l'État. J'ai quand même mes moyens. Même maintenant, j'ai une entreprise. J'ai fourni quelques pièces dans les usines, dans les mining. J'ai réuni les miniers aux gens qui ont les concessions. Donc les opérateurs miniers, ceux qui viennent avec l'argent. Donc mon entreprise collectionne les concessions de... Une entreprise de commission, on va dire. Oui, voilà. Et avec ça, je vis. Mais quand on parle de la réduction de cet écart, ce n'est pas quelque chose pour cibler les gens, celui-ci il vit mieux que les autres. Non, il faut que l'État crée l'emploi. C'est l'État qui doit réduire. Il y a des mécanismes pour réduire cet écart. Ça, je crois qu'il faut voir les économistes. Ils peuvent mieux vous expliquer. Donc il y a des économistes, donc il y a des gens qui sont privilégiés, ils ont des contrats seulement à eux, ils voyagent seulement à eux, ils ont donc ils prennent les avions, c'est seulement eux, ils ont des salaires exorbitants, vous voyez un peu. Mais quand vous voyez les démunis, ils ont des salaires démunis. Et l'État devrait créer le système bancaire pour donner des crédits bancaires, des crédits agricoles, des petites et moyennes entreprises, toutes ces petites stratégies-là, bon, beaucoup de stratégies bien sûr, pour réduire cet écart. Mais ce n'est pas... Oui, les terres de Fungurume sont... Je crois que ce sont les meilleures. Non, mon frère, moi je suis né, je peux même dire que je suis né avec la haut. Chez nous, parce que mes parents étaient des agriculteurs. Mais je te dis, ce n'est pas aussi facile de développer un pays avec justement seulement la eau, sans engrais. Vous pouvez faire de grosses étendues avec la main. Mais à l'époque où vous commencez vous voulez planter, vous tombez malade parce que vous avez sacrifié tout votre corps, vous devenez malade, soit vous avez planté, vous ne savez pas cercler, soit vous n'avez même pas planté. Donc il y a beaucoup de réalités avec la main seulement là-haut. Mais nous les faisons, nous vivons de ça. Une sorte d'industrialisation. Nous vivons, justement, nous vivons de ça, mais nous ne pouvons pas nous développer, dire que tu peux arriver à acheter un véhicule, à construire une maison dans cette histoire. Ce n'est pas aussi facile. Mais quand même, il y en a qui arrivent. Bon, ce n'est pas aussi quand même facile. Moi, j'ai toujours demandé au gouvernement si le gouvernement peut encourager avec des systèmes bancaires, des crédits bancaires, même des microfinances, pour permettre aux gens de pousser plus loin que leurs yeux, donc pousser plus loin que ce qu'ils sont en train de faire. Alors, chef, il y a un élément important. Le Ghana, par exemple, le Kenya, aujourd'hui, si ces deux pays se développent un peu, c'est parce que leur côté ancestral est respecté. Les chefs coutumiers constituent une force, un rempart pour la population quand elle n'y va pas très bien.
Mais on a comme l'impression qu'ici au Congo, les chefs coutumiers sont dans la poche des politiciens. Ils sont même eux premiers à courir dans les partis politiques, courir vers le chef. Est-ce que c'est une sorte de désacralisation tout simplement, ou le problème vient de très loin, c'est le problème de l'illégitimité de certains chefs coutumiers? Bon, ça, vous avez touché un point qui me concerne directement et j'aime bien parler des choses de ce genre. Et ici au Congo, quand l'homme blanc est venu, les Belges, il n'a pas aimé la présence des chefs coutumiers ici. Et il n'a pas même voulu qu'on les appelle rois. C'est comme ça, lui, il a créé un terme, un diminutif qu'on appelle chef coutumier. Pour lui, il a voulu écarter totalement les chefs coutumiers. Et dans l'histoire, quand vous voyez l'histoire d'ici chez nous, nous avons fait la guerre avec les Belges pendant 10 ans. Pour arriver à nous arracher. Donc pour eux, ils ont voulu utiliser une politique pour écarter totalement et effacer. Ils ont utilisé la politique, ils ont utilisé l'Église. Nous avons étudié ça à l'école, la Sainte Trinité, qu'ils ont utilisé, la police, l'Église, tout ça c'était pour annuler. Leur souci, ils voulaient annuler. Ça n'a pas été facile et c'est à la base très sérieuse du sous-développement de notre pays. Et je félicite le président Joseph Kabila, l'ancien, pas l'actuel, parce qu'il a, avec l'Assemblée nationale qui a existé, ils ont essayé de revoir toutes ces choses en faveur des chefs coutumiers. Et j'espère qu'il y a un problème d'applicabilité. Lorsque ça sera effectivement appliqué, je pense que nous allons arriver à nous tirer d'affaire parce qu'on était dans des fils à retordre. Moi, personnellement, j'ai constaté, ici chez moi, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je suis un intellectuel, je ne voudrais pas cacher ces choses, mais chez nous, on dit ce qu'on appelle un kama. Ce sont des secrets que les chefs coutumiers ne sont pas censés révéler. Mais il y a des problèmes réels ici, des problèmes réels. Il peut y avoir des tempêtes. Il peut y avoir des pertes de teneur de nos minéraux. Il peut y avoir des fléaux. Et nous, chefs coutumiers, quand on parle, quand on se concentre, on parle à notre Dieu, on parle à nos ancêtres. Ces choses-là s'arrêtent. Bon, mais moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Les fléaux de maisons ici qui tombaient ici, j'ai déjà fait des cérémonies ici. Les jours que j'ai fait des cérémonies, ça s'est arrêté. Les fléaux des choléra, j'ai déjà fait ça. Ça s'est arrêté s'il y avait des choléra qui n'étaient pas des choléra normales, c'était des choléra qui étaient plus ou moins mystiques parce que nous, on ne boit pas l'eau de la rivière. Vous pouvez voir là-bas. Il y a des forages, il y a des robinets. Mais comment vous pouvez voir tout Fungurume, dans tous les quartiers au même moment, il y a des fléaux de haut niveau qui commencent à tuer, à décimer toute la population. On s'agenouille, on fait des cérémonies, on parle. C'est calme. Le lendemain, il n'y a plus rien. On a déjà fait beaucoup de choses, je ne peux pas énumérer ici. Mais la population de Fungurume, si vous leur demandez, ils vont vous dire non, nous connaissons notre chef. Mais vous ne vous battez pas pour la pauvreté de Fungurume qui voit tous les jours le diamant passer, le cobalt passer, le cuivre passer. Mais bon, ils sont toujours là. En fait, pas. La meilleure façon de se battre maintenant, c'est les parler. Parce que vous ne pouvez pas aller vous battre avec le gouvernement. Bon, on encourage le gouvernement, vous ne pouvez pas vous battre avec les pauvres opérateurs économiques qui sont venus pour développer tant soit peu. Bien sûr, ils prennent des grandes quantités, ils partent, mais autant mieux que ça, parce que nous avons un problème. Il n'est pas plus loin qu'avant que ces gens arrivent. Ici, chez nous, à Fungurume, mais moi j'ai vécu ici, j'ai grandi ici. Vous allez trouver, surtout ici à la barrière, vous trouvez une population, presque tout le monde est très sale, tout le monde, parce qu'ils viennent tous du champ et ils ne veulent pas s'échanger, ils sont comme ça. Vous voyez, mais quand vous observez aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules qui circulent ici, il y a des motos, il y a des belles maisons qui sont en train de venir. Donc, bien sûr, ce n'est pas équitable, mais nous nous battons pour que ça soit équitable.
Avec le code minier actuel qui dit que 40% est perçu à la source, il y a des versements qu'on a versés au niveau de l'État. Nous espérons que l'État est responsable. L'État va arriver à mettre les routes asphaltées, à construire les maisons, à mettre l'électricité. D'ailleurs, on a ici à Fungurume, bientôt on va mettre l'électricité. On a déjà versé l'argent dans le compte d'une entreprise qui a déjà des documents qui l'autorisent à électrifier. Bon, tant soit peu, vous voyez ici chez moi, c'est l'entreprise qui a construit cette maison. Mais avant de la construire, il y avait quelle maison? C'était une cabane. Et dans mon village ici, il n'y avait que des maisons en paille. Mais bon, l'arrivée de l'entreprise, ce n'est pas équitable avec ce que nous devons avoir, mais c'est quand même quelque chose. Il faut quand même être reconnaissant. Nous avons beaucoup de gens ici à Fungurume qui travaillent à TFM, qui bénéficient d'un petit salaire. Il y a beaucoup de défauts aussi qu'il faut essayer de corriger. Je crois que vous, les journalistes, vous avez aussi un grand travail d'entrer, de sculpter, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas encore corrigé. Pourquoi nous sommes venus vous voir pour savoir un peu plus? Au niveau de l'entreprise, on en parle, on corrige. L'entreprise aussi n'est pas parfaite. Ils sont venus chercher cet argent. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, quand on parle avion, on voit cobalt. Quand on parle de batteries aujourd'hui, des voitures, des véhicules, on voit le cobalt. Et qui voit le cobalt voit le Katanga parce que nous avons la plus grande réserve du monde. Je me pose la question, l'Australie s'est développée avec sa petite réserve. L'Australie se développe sans aucun problème, des routes, des constructions, la richesse et tout. Mais pourquoi le cobalt du Congo crée la misère du Congo? Aujourd'hui, vous avez des enfants qui n'iront jamais à l'école parce que soit ils sont dans le puits, soit ils sont en train de creuser un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui justifie justement ce contraste? Les autres s'enrichissent et nous, on s'appauvrit. Le contexte du Congo, moi j'ai toujours dit que les malheurs que nous avons aussi, c'est parce que nous sommes aussi très riches. Mais les grands problèmes... C'est la première fois que la richesse devient un malheur. Non, moi je ne dis pas que la richesse est un malheur. Les enfants, tu as dit qu'il y a des enfants qui n'iront jamais à l'école parce qu'ils sont dans les mines. Non, non, c'est pas ça la raison. Ces enfants qui n'iront jamais à l'école, c'est parce que les parents n'ont pas de moyens pour payer. Mais justement. C'est pour cela que les enfants se retrouvent dans la mine pour justement chercher à avoir quelque chose. Et sur ce point de vue-là, moi je n'ai jamais été d'accord avec les Blancs, parce qu'il y a des Blancs qui disent aller faire le creusage artisanal, c'est tuer la population, ils n'iront pas à l'école. Mais moi je dis que ces gens-là n'ont pas de moyens, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés dans la mine pour justement avoir quelque chose. Et ce sont des histoires ce sont des stratégies qu'il fallait bien étudier pour voir comment. Ce sont ces gens-là qui arrivent aussi à récupérer quelque chose. Donc la répartition de notre richesse n'est pas équitable. Vous voyez? Donc moi j'ai toujours dit que l'État devrait profiter de cette occasion. L'argent qu'on lui remet là, comme on a toujours donné les pas de porte, tout ça, il prend cet argent-là, il crée d'autres entreprises, telles que l'agroalimentaire, l'agriculture et autres choses, où lui-même il est responsable pour essayer d'équilibrer cet argent-là. Parce que quand vous laissez l'autre pauvre population, tu sais quand une ville ou bien un village commence à se développer, ça crée à une autre catégorie de gens de s'appauvrir davantage. Il y a des gens qui vivaient parce qu'ils prenaient les bois, ils faisaient avec ça et puis la braise, ou bien ils préparaient avec ça. Vous voyez? Ils avaient de l'eau gratuitement dans la rivière. Il y avait partage, tu pars ici, on te donne le canne à sucre, on te donne... Et puis avec le développement, tout devient, on commence à vendre. Les champs, il faut aller très loin parce que tout près, on commence à voler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour suivre le développement. Mais cette pauvre population qui ne vivait que de ces moyens-là, vous voyez que ces gens-là sont tués. C'est le prix du développement, c'est tout à fait normal, le prix du progrès. C'est justement ça que vous dites que non, les cobalt commencent à nous appauvrir. Donc, ces gens-là, c'est comme si vous les condamnez à mourir ou vous les condamnez à fuir. Aller très loin parce que lui, il ne peut pas acheter les tôles.
Lui, il fait sa maison avec les pailles. Il va, il coupe les pailles, il vient, il met. Et sa maison, il prend la terre, il fait comme ça. Et il a une maison qui n'a pas de problème avec les gens. Il fait un petit champ qui le suffit, lui, avec ça. Donc maintenant, le développement qui vient, il est à une certaine hauteur. Et il y a ce qu'on dit la survivance des plus aptes. Donc maintenant, l'État doit être proactif. C'est-à-dire, il prévoit déjà des choses de ce genre. Cette catégorie de ces gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous créez des minoteries, vous créez des entreprises agroalimentaires, vous créez des choses qui vont... L'industrie d'automobile, ça pouvait être construit ici chez vous parce que vous avez les matières. Et même les mining. Les mining, on ne devrait pas procéder de la manière dont on est en train de procéder. Vous prenez une concession, 300 carrés, vous donnez à un individu, il occupe ça pour rien. Et puis, vous ne savez pas, les cuivres que nous avons aujourd'hui et les cobalt, il a la valeur. Si aujourd'hui vous n'avez pas demain, s'il aura la même valeur, parce qu'on va découvrir notre métal qui aura de la valeur que ça et on abandonne d'acheter nos cuivres et bon, on reste avec nos montagnes inutiles. C'est-à-dire, quand vous prenez un carré, il faut être conséquent. Vous prenez un carré minier, je crois qu'il fallait que l'État mette des politiques vraiment à tous les niveaux. L'État devrait être vraiment responsable par rapport à ses enfants. Parce que la population, c'est ça, ses enfants. C'est-à-dire, vous donnez la concession, 300 carrés. Toi, tu vas occuper 50 carrés. Les autres 350, moi-même, je vais les occuper. Les entreprises sont données à crédit et les industries sont données à crédit. Moi, si je prends le crédit, l'argent que toi, tu me donnes, je paye même cash. Je mets moi aussi mon usine ici, des cuivres, mon usine ici de cobalt qui appartient à l'État. J'absorbe la main-d'œuvre. Dans l'entretemps, j'ai rempli mes caisses avec l'argent de ces deux entreprises. Et dans l'entretemps, j'encadre ma population avec mon argent. Donc, alors, il y a tellement beaucoup d'idées, mais j'aimerais, parce qu'on va aller vers la fin. Il nous reste la dernière partie, c'est la spiritualité. Mais avant d'aller au niveau de la spiritualité, rentrons un peu au niveau politique. Est-ce que l'on peut dire que la gestion a changé depuis Kasavubu jusqu'à Félix Tshisekedi d'aujourd'hui? Comment s'administre? Parce que moi, je viens de Kinshasa, j'étais à l'Équateur, j'étais au Bas-Congo. On a entendu parler du cuivre à Lubumbashi. Et c'était ma désolation quand je suis arrivé à Lubumbashi. C'était vraiment pas ce que je m'imaginais. On disait que Lubumbashi s'est vraiment construite, Moïse Katumbi aurait créé de l'or. Ici, c'était vraiment, donc, c'est la vie qu'il faut, quoi. Mais quand on arrive, on se rend compte que finalement, c'est pas le cas. C'est pas si grand que ça. Est-ce que Mobutu avait fait autre chose? Quelle était la technique de Mobutu pour développer ce coin? Parce qu'on parle de Jekamine qui aurait construit Kipushi, certaines villes. Et que Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis jusqu'à arriver au niveau du gouverneur. Comment s'est développée cette politique-là? Bon, je peux dire le développement, il y en a. Chaque président, à chaque niveau, il a fait quand même quelque chose. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que Mobutu a été un mauvais. Mobutu, il a fait beaucoup de bonnes choses dans ce pays qui méritaient... Bon, mon point de vue, Mobutu a commencé à devenir mauvais lorsque... Tu vois, il faut qu'il y ait l'alternance. Lorsqu'il a commencé à confisquer les pouvoirs, lorsqu'il n'était plus en bon terme avec ses partenaires, mais lui ne voulait pas partir. Il voulait à tout prix rester. On lui a infligé un embargo à partir du moment où on avait tué les étudiants au campus. Au lieu de comprendre et de libérer, l'embargo, c'est quelque chose qui nous a enfoncés, et nous et lui, sérieusement. Et bon, ça c'est mon point de vue, c'est le passé. Et Kabila le père, quand il est venu... Comment était organisée la distribution de richesses à son époque, à l'époque de Mobutu? La ville de Lubumbashi, elle était bonne? Est-ce que les environs étaient bien ou c'était la même chose? Bon, j'ai dit toujours qu'il y a toujours un plus. Il y a toujours un plus. Lubumbashi était à peine là-bas à l'aéroport quand Mobutu voulait partir. Les maisons qui étaient à l'aéroport de ce côté ici, l'aéroport de Lubumbashi, c'était des maisons en paille. Moi, je me rappelle quand on était parti, je crois que c'est en Zambie qu'on revenait avec l'avion. Quand on voulait descendre dans notre aéroport, j'ai vu les maisons qui étaient à côté de l'aéroport, là, à l'aéroport de Lubumbashi. C'était des maisons en paille.
En 2008-2009, quand FM nous a envoyés aux États-Unis, lorsque nous sommes revenus, il y avait encore des maisons en paille au niveau à côté de l'aéroport de Lubumbashi. Mais si vous allez aujourd'hui là-bas, il n'y en a pas. Donc nous pouvons dire que même Kinshasa, quand vous prenez Kinshasa, d'hier, à l'époque de Mobutu. Elle était propre en tout cas, très propre. Oui, mais à un moment donné, il y avait des sachets et tout ça quand Mobutu a confisqué les pouvoirs. C'était des sachets partout, Kinshasa était la poubelle. Mais à un moment donné, quand vous voyez le travail que Joseph Kabila a fait à Kinshasa, ça vaut quand même quelque chose. Je vous dis, ça c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue, ça ne m'engage que moi-même. Parce que vous prenez la ville de Kinshasa, vous allez prendre la ville de Lusaka. Papa, Kinshasa a changé. C'est maintenant encore que... bon, je ne voudrais pas entrer trop dans la politique, mais je sais que quand vous confisquez les pouvoirs, vous avez des problèmes. Vous voyez, la population est fatiguée, vos partenaires sont fatigués, et puis tout tombe par terre et les sachets reviennent. Ça reprend. Mais ne dites pas que Kabila n'a pas fait du travail. Hein. Ça c'est mon point de vue, il a travaillé. Même notre président que nous avons actuellement, quand vous voyez le président Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire, les tours qu'il est en train de se battre, il y a toujours une certaine volonté, il y a toujours une certaine... dont nous pouvons reconnaître à un certain niveau que nos dirigeants sont en train de travailler, mais l'ampleur, donc les degrés avec lesquels ils sont en train de faire, donc comment, je ne sais pas les termes qu'il faut mettre là, nos revenus, par rapport à nos revenus, par rapport à la population, par rapport à ce que nous avons, par rapport à notre capacité et par rapport à ce que nous avons, le pourcentage est faible. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même quelque chose que nous avons. Oui, moi personnellement je l'apprécie. C'était un bon gestionnaire à un certain degré. Moi, il y a des choses que j'ignore. Mais quand on a commencé à vanter, pourquoi ici chez nous, tu sais, bon, mais je ne voudrais pas aller jusqu'à toucher les personnalités des gens. Non, mais je vais vous dire, les Français disent dans les royaumes des aveugles, les borgnes rois. Voilà. C'est parce que lui, il voit un peu. Tu vois, ce qu'il a fait, c'est quand même un peu qui mérite ce que les gens racontaient. Parce que lui, il a trouvé zéro. Vous voyez, même vous, si vous arrivez à un endroit, vous trouvez qu'il n'y a absolument rien, vous commencez à améliorer. Ce n'est pas seulement vous c'est avec la complicité de l'État, oui, bien sûr. On dit que Kouya était l'un des meilleurs gouverneurs, alors comment vous dites qu'il a trouvé zéro? Non, Kouya, le temps que Kouya a passé par rapport à l'arrivée de Moïse, il y a eu combien de gouverneurs qui sont passés? Ici à Funguru, mais moi j'ai toujours apprécié Kouya Diallo. Il a quitté Lubumbashi, il est venu avec les scouts ici, il a fait la révolution des briques cuites. C'est lui qui a, je peux dire que c'est lui qui a appris. On a fait les briques cuites ici à Funguru, mais si Funguru est ce que Funguru est aujourd'hui, c'est parce qu'il a construit des quartiers. Donc chaque famille allait faire les briques et les briques, on a construit Funguru, il a favorisé les tôles et les briques. Aujourd'hui, nous appelons Funguru, nous avons même tendance à transformer Funguru en une ville. C'est l'initiative qui est partie de Kouya Diallo et Kouya Diallo sous Mobutu. Donc on ne peut pas dire que Mobutu n'a rien fait. Bon, il a fait quelque chose, mais la proportion ou bien le pourcentage était faible par rapport aux revenus qu'il avait. Bon, il y a toujours des raisons. Vous voyez, les pays, on peut dire qu'ils ont leurs raisons. Nous pouvons être à côté parce que nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous pouvons commencer à raconter n'importe quoi, mais il faut passer à la gestion pour dire que les autres ont bien géré, les autres ont mal géré. Mais nous pouvons dire qu'il y a quand même, à chaque président qui vient, il y a quand même une amélioration. Alors, on va terminer, chef.
Parlons maintenant de la spiritualité. Est-ce que vous pensez que l'âme du Congo est respectée? Y a-t-il une sorte de réconciliation entre le sol et l'homme congolais? Oui, bon, cette réconciliation est là, mais elle n'est pas totale. Moi, je pense que l'État a un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer. Il faut organiser des réunions, parler avec chaque couche des populations. L'État doit organiser ça pour parler avec chaque couche des populations pour récolter un peu le point de vue. Sur le plan coutumier, moi je dis qu'il n'y a pas totalement de réconciliation. Il y a beaucoup de chefs coutumiers qui sont en train de s'inquiéter, qui arrivent, pas seulement les chefs coutumiers et leurs enfants, qui arrivent à ne plus faire confiance à notre pays, qui préfèrent fuir le pays pour aller ailleurs. Bon, ce n'est pas seulement la souffrance par rapport au manque de moyens au niveau du Congo, mais par rapport à la confiance. Quelqu'un qui avait fait quelque chose de mieux, il n'y a pas d'appréciation. Le gouvernement ne reconnaît rien. Même la population ne reconnaît rien. Donc quelqu'un, il part, il est sans confiance. Donc quelqu'un préfère devenir zambien qu'être congolais. Les gens sont en train de chercher des passeports d'autres pays par rapport à notre pays. Il faut arriver à restaurer la confiance du Congo. Et comment ça sera restauré? Bon, je peux donner un exemple. Il y a les pays on appelle communément Commonwealth. Ces pays, Zambie, Zimbabwe, bon, je ne sais pas si Zimbabwe aussi là, Afrique du Sud, tous ces gens-là, ils ont des passeports communs. Ils n'ont pas de visa quand ils voyagent partout ici. Ils n'ont pas de visa. Mais quant à nous, quand tu arrives partout là-bas, il faut payer les visas partout. Bon, par exemple, il y a nos frères qui sont en Afrique du Sud, on est en train de les tuer. Quand vous observez notre pays, il n'y a rien, même pas de déclaration. Même pas, mais il faut arriver à protéger la population, il faut arriver à montrer que c'est notre population, on ne peut pas les tuer comme ça. Il faut arriver à organiser même un train, même quelque chose pour les récupérer et les rétablir. Bon. Mais ils vont dire que vous allez les récupérer comment? Parce que vous avez suivi les déclarations de Félix Tshisekedi quand il a dit que les Congolais qui vivent à l'étranger, vous pouvez rentrer. Mais ça crée du bruit, les gens lui ont demandé, on va rentrer faire quoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui est allé faire la médecine en Europe, là il a les équipements, il a un bon salaire, il va quitter l'Europe pour venir ici simplement parce qu'il est Congolais. En fait, il y a aussi un problème de prise en charge nationale. Le respect pour les chefs de l'État, le président Tshisekedi. Mais j'ai un point de vue, ça c'est un point de vue qui m'engage. Je ne le critique pas, je le respecte en tant que chef de l'État. Mais dire, vous en tant que chef de l'État, vous ne pouvez pas passer à la radio, vous dites tout le monde rentrer. Non, il faut des dispositifs. Les gens vont rentrer comme ça. Mais ça peut perturber même l'économie de notre pays. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Non, il faut, justement, c'est ça. Non, le problème, ce n'est pas de les remettre, il faut créer la confiance, montrer à la population que c'est vous le papa de tes enfants. C'est-à-dire même dans la maison, si vous ne créez pas la confiance entre vous, papa et vos enfants, les enfants vont s'opposer à vous et vous allez voir une maison non gouvernée. La maman ne vous écoute pas, les enfants ne vous écoutent pas et chacun a tendance à piller. Quand il trouve l'argent, c'est l'occasion pour lui. Donc nous, chez nous, quand tu détournes l'argent de l'État, c'est une chance. Tu es un bienheureux et quand tu fouilles avec cet argent, tu pars. Mais tu ne sais pas combien de gens tu as combien tu as tué. Non, mais nous, beaucoup d'enfants congolais, nous avons grandi avec ça dans la tête. Quand tu as l'occasion de détourner, c'est une bonne chance vraiment. Or, c'est l'antivaleur. Les antivaleurs qu'on a finalement promues dans notre société. Et nous les avons adoptés et ça reste, et c'est du poison. Mais quand vous, chef coutumier, vous n'arrivez pas à nous dire de la vérité aux yeux, dire que tel est faux, tel est vrai, ça sera un peu compliqué. Je vous prends un exemple. Ici au Congo, un monsieur a dit, ici au Katanga, qu'il a donné la nationalité au président de la République. Il a crié si haut que nous avons fait de lui Congolais. Et donc il n'était pas Congolais. Mais quand les autorités de votre rang, vous dites ça à la population, et vous tuez la conscience collective, vous tuez tout le monde. Bon, tu sais, ici maintenant, la politique congolaise, il y a maintenant, la politique congolaise,
nous avons atteint des antivaleurs au sommet. Ouais. Où le ridicule ne tue plus. Donc quelqu'un peut passer à la télé, il vous fait des déclarations impossibles. Donc vous n'avez même pas besoin de ça, mais il apprend je ne sais pas quoi à nous qui sommes, donc aux enfants qui sont encore jeunes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur donne comme politique. Je crois qu'il faut remettre les valeurs, la moralité, il faut arriver à remettre. Si on ne le fait pas, vous pouvez même construire les maisons, vous pouvez construire des autoroutes, vous pouvez acheter des trains, mais quelqu'un enlève le moteur d'un nouveau train qui coûte très cher, il va vendre ça à l'étranger, il se dit Nipika Mukunga. Il en fait une balinière personnelle. Oui. Alors, alors, comment voyez-vous la société qui promet les anti-valeurs? Ça veut dire les gens qui n'ont pas étudié, qui finissent par être des gouverneurs, des gens qui étaient dans des histoires ridicules mais qui deviennent des députés. Et donc vous avez tout de suite une assemblée provinciale remplie de bornes, remplie de gens incompétents mais qui vont quand même vous diriger. Moi j'ai la croyance en Dieu. Dieu va nous aider. Ah, c'est Dieu maintenant qui va nous aider. Oui. Dieu a aidé quel peuple déjà à se développer? Dieu, oui, beaucoup de gens qui se développent. Il y a beaucoup de gens qui se développent, ils ont remis les valeurs de Dieu. Ah, les valeurs de Dieu, mais pas Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand vous revenez à Dieu, vous apprenez, il faut encourager. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis d'Amérique, les pasteurs sont payés. L'église est encouragée. Parce que l'église fait aussi un grand travail. Les gens ne font que critiquer. Au Congo, c'est rempli des églises. Les gens sont... Mais est-ce que vous parlez aussi des occultistes qui sont remplis au Congo? Est-ce que vous avez comparé les rapports de force, combien d'occultistes et combien de chrétiens il y en a? Et si vous enlevez vraiment tous ces pasteurs-là, qu'on reste seulement avec l'antivaleur, qui va résister dans ce Congo? Ce sont des gens qui aident tant soit peu le gouvernement. C'est-à-dire quand ils réduisent, tu sais, pourquoi les Belges sont arrivés à nous dominer? Ils ont utilisé l'église. Donc l'église diminue la colère, le vol, quoi, ces histoires-là, les mauvaises choses, et l'État en profite pour s'installer. C'est-à-dire quand l'église éduque la population, c'est un rôle de l'État. C'est l'État qui devrait le faire. Mais l'église lui aide de temps soit peu. Et l'État en profite pour établir la paix, la sécurité, la stabilité, la reconstruction, tout ça. Tout ça ne peut venir que lorsque vous avez une population apaisée, vous avez une population consciencieuse, vous avez une population qui aime. Parce que nous, à un moment donné, on n'arrivait pas à aimer les biens publics. On aime plus les privés. Donc vous pouvez avoir une route trouée, mais vous avez mis le ciment dans votre parcelle. Vous allez tourner avec votre véhicule dans le ciment de votre parcelle. Il faut arriver à aimer aussi la route publique. Donc c'est une conscience collective qui nous manque. L'État doit faire mariage avec les chefs coutumiers. L'État doit faire mariage avec les églises. L'État doit faire mariage avec tous les gens qui travaillent sur le moral de la population. L'État doit tout faire pour encourager ces gens-là, leur donner des moyens pour qu'on travaille sur, qu'on remette les valeurs réelles dans la tête. Parce que quand c'est déjà foutu là-bas, tout est foutu. Alors, merci beaucoup, chef. C'était un grand honneur pour nous de passer ce moment avec vous. Mais en quelques minutes, pouvez-vous nous dire les activités que vous organisez ici généralement à Fungurume et quels sont les problèmes auxquels la population est confrontée? Bon, les activités, dans quel sens? Les activités générales? Oui, les activités générales, le divertissement, la culture et tout le reste. Bon, personnellement, j'ai un groupe de danseurs traditionnels. J'ai l'équipe de foot des hommes, j'ai l'équipe de foot des femmes. C'est moi qui ai créé pour la toute première fois ici l'équipe de foot des femmes et l'équipe de Kangé, on appelle Kangé. À un moment donné, il y a eu défaut de moyens, on a diminué l'encadrement, mais bon, j'ai le stade qui est juste à côté de moi. J'ai toujours encadré ces gens-là
J'assiste tant soit peu les musiciens qui sont ici à Fungurume. Donc assister, c'est-à-dire il y a l'assistance financière, il y a l'assistance sur le plan des coutures et des conseils, des stratégies, comment chanter. Je peux dire que c'est tout ce que j'ai fait. À part ça, moi je suis quand même en contact avec beaucoup de couches des populations ici, des églises, des pasteurs, tout ça. Je les ai toujours consultés quand j'ai le temps. Je passe, je les consulte, on parle. Il y a ici sur le plan coutumier, je m'occupe de la gestion de tous les espaces champêtres. J'ai toujours distribué les champs à ceux qui veulent en avoir. Pour les nouveaux venus comme vous, si vous voulez vous installer ici, je donne 3 choses. Okay. Je vous donne les champs. Okay. Je vous donne une parcelle. Okay. Et je vous demande de choisir une femme. Oh, mais et je vais vous aider à la marier. Oh, mais parce que je voudrais que vous puissiez vous marier pour que vous puissiez rester ici. Mon problème, c'est que tout le monde reste ici pour que mon village devienne... Parce que depuis longtemps, on disait Fungurume serait une ville, mais là, ça n'a jamais commencé. J'ai foi à mes gendres, quoi. Les gens qui viennent se marier ici. J'ai foi qu'il y aurait quelqu'un qui serait peut-être plus intelligent, ou qui a des connexions, ou bien qui a des moyens pour créer l'envol, pour que nous puissions nous développer davantage. Alors chef, c'est quoi la différence entre un chef coutumier et un féticheur? Ah voilà, ça c'est un bon débat, un grand débat. Je sais ce que vous voulez, là où vous voulez en venir. Et je sais que c'est une question intentionnelle. Il y a un féticheur et un guérisseur. Et il y a une différence là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec un chef coutumier. Un féticheur, c'est comme les docteurs que vous voyez ici. Et un guérisseur, ils sont dans la catégorie des docteurs, des médecins, des charlatans, toutes ces choses-là. Mais un féticheur, il est lié au mysticisme négatif, c'est-à-dire diabolique. Il y a quelque chose qui est diabolique là-dedans. Un guérisseur, il guérit seulement avec des plantes, des incantations. Bon, pas nécessairement des incantations, parce que quand vous faites des incantations aussi, il y a des incantations diaboliques, il y a des incantations qui ne le sont pas. Chez nous, je peux te donner un exemple simple pour illustrer ça. Quand on te donne des plantes, on dit ça va boire. Tu prends seulement cet arbre, tu mélanges avec ça, tu bois. On ne te dit pas, il n'y a pas un kijimba qui a été mis là-dedans. Ça vient des guérisseurs. C'est bon. Mais les féticheurs, ils te disent, prends ça, et ça, et ça, et ça, tu vas boire. Il prend un kijimba. Kijimba, il faut beaucoup de temps pour que tu comprennes. Kijimba, c'est pas ce qu'on appelle chez nous à l'équateur Ekila. Il prend ça, il met là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer anormalement, qui deviennent plus mystiques. Ça, ce sont des féticheurs. Mais les guérisseurs n'utilisent pas les kijimba. Bon, il y a des guérisseurs qui se cachent derrière... Il a honte de dire qu'il est... Il dit qu'il est guérisseur alors qu'il est féticheur. Alors il y a une difficulté pour faire vraiment la bonne différence entre les deux. C'est pourquoi parfois les chrétiens arrivent seulement à dire que non, abandonner les deux. Mais abandonner les deux, c'est une erreur. Il y a des guérisseurs qui font vraiment leur travail avec... Et vous êtes chef coutumier, vous n'êtes ni... Un chef coutumier n'a rien à voir avec les guérisseurs comme les féticheurs. Mais les chefs coutumiers, c'est lui qui les gère. C'est-à-dire leur donner l'endroit pour faire ça, ou bien les juger, les arrêter. C'est le chef coutumier. Donc vous devez avoir aussi ancestral quand même.
Bon, ce n'est pas... Le pouvoir, nous l'avons, bien sûr. En tant que chef coutumier, on a le pouvoir. Mais ce qui est important là-bas, c'est avoir la connaissance pour savoir qui fait quoi, qui a fait quel tort. Parce que même les féticheurs, ils ont ce qu'ils peuvent faire. Ils sont autorisés à faire ça, ils ne sont pas autorisés à faire autre chose. C'est-à-dire, les chefs coutumiers, il est garant de la loi coutumière. C'est lui qui gère. Maintenant, il y a une confusion. Je sais votre souci. Il y a des chefs coutumiers qui sont au même moment féticheurs, ou bien au même moment guérisseurs. Ils sont là aussi, ils existent. Il y a des chefs coutumiers qui ne sont ni l'un ni l'autre. Il est seulement chef coutumier. Comme ça, vous pouvez trouver un chef coutumier qui fait des mystiques en pleine journée. Il utilise les kizimba là-bas, il fait des histoires. Des mystiques qui n'ont rien à voir avec des mystiques naturels. Il y a des mystiques naturels avec lesquels moi je peux diriger, je peux guider. Mais il y a des mystiques dirigés par la volonté de quelqu'un. Hein, vous arrivez ici, je commence à faire la magie, tout ça. Parce qu'en entrant ici, on nous a demandé de ne pas croiser les jambes. On nous a demandé quoi d'autre? On nous a dit encore de ne pas croiser les jambes, de ne pas manger, pas porter les chapeaux, de ne pas manger debout. Alors je me dis, mais est-ce que nous sommes toujours dans les chefs coutumiers ou on est dans les guérisseurs et tout? Bon, manger debout, ça c'est quelque chose de nouveau. Je ne crois pas que ça puisse avoir l'impact ici. Ici, nous interdisons plutôt de mal s'habiller. Hein, quand vous venez, vous portez une tenue qui expose vos parties intimes. Parce que moi, ici chez nous, nous ne sommes pas comme des blancs. Moi, je vais vous dire que le corps d'un noir est différent d'un corps d'un blanc. Ça, c'est un avis personnel. Vous pouvez mettre une blanche ici, vous mettez un noir ici. Bon, quand vous commencez à monter de là, vous montez, vous sentez que le noir, ça commence à bouger là-bas, quelque part. Mais un blanc, il peut enlever même tous les habits, tu regardes comme si tu ne l'as pas vu, mais ça va bouger avec beaucoup de retard. Donc notre corps, on ne peut pas l'exposer sous peine de créer des problèmes au niveau de chez nous. Mettre les jambes comme ça, ou porter les chapeaux, on interdit ça, c'est un signe de respect. On veut que ceux qui viennent respectent l'autorité. Je pense que quand vous allez rencontrer les chefs, le président de la République ou un gouverneur, vous ne pouvez pas arriver là-bas, vous mettez vos jambes comme ça. Donc vous lui devez du respect. Et peut-être quand vous devenez ami, ou bien vous êtes à un club d'amis, vous êtes à un endroit là, vous pouvez faire ça. Mais c'est un signe de respect qu'on interdit à quelqu'un d'entrer avec les chapeaux ou mettre les jambes au-dessus. Alors, merci beaucoup, chef Mpala. Avez-vous une ambition pour le Congo, une ambition politique? Qu'est-ce qu'on peut vous... Bon, moi, j'ai beaucoup d'ambition. Moi, j'ai toujours souhaité qu'on me prenne dans le gouvernement pour que ce que je connais puisse contribuer à... À quel poste? À tous les postes. Ah, mais vous n'allez pas être dans l'hydrocarbure quand même? Dans l'hydrocarbure, vous êtes ingénieur d'ailleurs. Ouais. Je suis ingénieur. En fait, j'ai fait l'ISCA. En son temps, j'ai fait l'Institut supérieur de chimie. Et donc, j'ai fait la chimie appliquée. Là, j'ai fait l'option génie chimique et métallurgie. Ah, là, c'est bon, Oui. C'est-à-dire, le génie chimique, je peux entrer dans beaucoup de domaines. Et la métallurgie, vous comprenez, c'est le Katanga. Bon, parfois les Kassai aussi. Maintenant, la métallurgie, c'est partout. Et puis, je suis revenu à l'université, j'ai fait l'électromécanique. L'électromécanique, vous comprenez que c'est dans beaucoup de domaines. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans à l'université de Lubumbashi comme officier de police judiciaire. J'étais chef de bureau de sécurité. Donc, avec ce poste-là, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. J'ai travaillé aussi à la quarantaine comme officier de police judiciaire aussi dans les frontières, dans toutes les frontières, pour contrôler la qualité et la quantité
des produits agricoles qu'on importe. Les gens nous manquera d'ailleurs de parler de Kasumbalesa et des frontières qu'on gérer aujourd'hui. Justement, j'ai travaillé aussi là-bas. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience en temps et j'étais encore trop jeune. Et j'ai travaillé aussi à la Gécamine Dev, à la ferme d'Enkando. Ces expériences que j'ai, je voudrais aussi les faire profiter à la population. C'est-à-dire à tous les niveaux que les gouvernements ils trouvent utile qu'ils peuvent me mettre là-bas. Je peux toujours le faire en combinant aussi avec la tâche coutumière. Bon, la tâche coutumière est devenue un peu moindre par rapport à la venue de la commune. Il y a beaucoup de choses que la commune va commencer à faire. Je peux toujours faire aussi autre chose. Merci beaucoup, chef Mpela. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était un grand plaisir. On a rencontré le chef, une autorité de la place, avec qui nous avons échangé sur certains sujets. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup, mais bon, le temps nous manquera pour parler autre chose, pour parler de Lumumba par exemple, pour parler des prisons et parler d'autres choses. Mais on reviendra un autre jour certainement pour en parler, la richesse de l'Équateur. Ce sujet s'appelait les larmes du Katanga. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Bye. patron na nga Apolosa esimba lisu te po makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozosango comme il faut te place no awe za lisusu te Ah oyoki allez quitter Apolosa oli na bacha bani na kane na lomo na ke kuna là va ah On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Nîmes, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.